On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Fleur Capelier, je suis la directrice de l'Observatoire national de protection de l'enfance. Je suis arrivée en janvier pour ceux que je n'avais pas encore eu le plaisir de rencontrer. Je vais tout de suite laisser la parole à Violaine Blin, directrice générale du groupement d'intérêt public Enfance en danger, pour un propos introductif à cette journée. Merci. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement contente de vous voir tous ici. Vous savez qu'on est presque une centaine dans cette salle, presque 60 départements qui sont représentés. Je suis très contente parce que je sais que vous avez bravé le froid, les grèves, que vous faites peut-être face à des lendemains de victoire de qualification en finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, je sais tous les efforts qui sont les vôtres pour venir nous rejoindre à Paris. Mais je crois que, comme les autres années, ce rendez-vous est particulièrement attendu des uns et des autres, puisque ce 10e séminaire des ODPE, de l'ONPE, est là pour continuer à renforcer un travail très important que nous menons depuis plusieurs années, un travail de mise en réseau, de partage des connaissances et une capacité à pouvoir justement contribuer les uns et les autres à monter en puissance dans nos divers départements. Alors, je voudrais bien évidemment remercier Fleur Capelier, directrice de l'ONPE, mais aussi Louise Geneste, qui est dans le petit coin là-bas, que vous connaissez sans doute très bien et qui anime d'une manière extrêmement active ce réseau, ainsi que toute l'équipe de l'ONPE, parce que des journées comme celle-ci, ce sont des journées qui demandent bien sûr de l'organisation, et chacun y contribue, mais aussi un travail de production et de connaissances collective, où vous le verrez d'ailleurs tout au long du programme, plusieurs d'entre nous et de cette équipe vont se succéder pour vous présenter des travaux et animer avec vous une réflexion. L'ONPE, vous le savez, est un centre de ressources depuis sa création. Il va être particulièrement renforcé, et je laisserai la parole tout à l'heure à Pierre Stecker qui va vous l'expliquer, dans le cadre de la loi du 7 février 2022 comme centre national de ressources, mais c'est déjà en germe, et en plus qu'en germe d'ailleurs depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, nous allons effectivement faire en sorte de pouvoir avancer dans ces travaux, et puis pour l'avenir contribuer à renforcer par le nombre et la qualité d'espaces d'échange les travaux qui nous lient entre l'ONPE et les différents ODPE. La question aussi du transfert des connaissances scientifiques existantes est bien évidemment au cœur des missions de l'ONPE, et travaillera bien évidemment étroitement avec vous pour faire en sorte que cet axe soit renforcé dans les années à venir. Je crois que c'est vraiment l'intérêt de l'animation de tels réseaux qui nous réunit aujourd'hui, et qui permettra, avec les professionnels que vous êtes, les responsables d'ODPE, les directeurs, directrices enfance-famille également qui sont dans cette salle, et puis parfois aussi conseillers techniques, de travailler ensemble à cette construction commune. Alors, je vais m'arrêter pour peut-être passer la parole à Pierre dans quelques instants. Vous remercier donc encore beaucoup de l'intérêt que vous avez témoigné à cette journée, et vous souhaiter bien évidemment de très très bons travaux. J'aurai le plaisir de participer ce matin, et une très très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Violaine. C'est pas footballistique comme métaphore, mais on est dans un passage de relais entre le JPED et France Enfance Protégée. Donc on reste un petit peu dans la métaphore sportive. Remerciements spéciaux, évidemment, pour toute l'équipe de l'ONPE qui a préparé cette journée et qui travaille activement, comme l'a rappelé Violaine, sur l'animation des réseaux professionnels.
C'est une vraie richesse de savoir que dans le futur GIP, bientôt GIP, le futur est proche désormais, France Enfance Protégée, nous allons hériter de ces savoir-faire, de cette expertise, de ces compétences et nous appuyer notamment sur les équipes de l'ONPE. Petit clin d'œil aux collègues directeurs et directrices enfance-famille de différents départements et petit clin d'œil aussi à mes ex-collègues de Seine-Saint-Denis. Alors, France Enfance Protégée, c'est quoi ? Violaine vient de le rappeler. Donc c'est une des dispositions de la loi du 7 février 2022, donc la loi Taquet, qui nous occupe beaucoup, qui nous a occupé beaucoup pendant les débats parlementaires et pendant son élaboration, mais qui nous occupe beaucoup maintenant au stade de sa mise en œuvre, qui vous occupe beaucoup dans les départements d'ailleurs, pour un certain nombre de textes d'application de cette loi. L'une des dispositions de la loi portait sur la gouvernance, donc toute une partie portée sur la gouvernance nationale et la gouvernance départementale. Donc France Enfance Protégée, c'est l'émanation de la volonté du législateur sur la réforme de la gouvernance nationale de la protection de l'enfance. On y retrouve finalement un schéma qu'on connaît aujourd'hui au GIPED, avec une gouvernance qui sera tripartite entre l'État, les départements et les associations, et ça semble essentiel de se dire qu'on a ces trois parties prenantes de cette politique publique qui vont se retrouver dans le futur GIP. Il vient de s'écouler à peu près 6 mois de préparation, préfiguration donc de la naissance de ce nouveau groupement. Vous savez, comme c'est prévu par la loi, il reprend les compétences du GIPED, donc l'ONPE, le 119. Il reprend aussi les compétences de l'Agence française de l'adoption. Il reprend également les compétences du CNAOP, donc le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, et du secrétariat général du Conseil national de la protection de l'enfance, auxquelles s'ajoutent de nouvelles missions qui sont également prévues par différentes dispositions de la loi Taquet, de nouvelles missions dans le champ de l'adoption nationale, donc avec un renforcement de la capacité à appuyer, accompagner les départements sur l'adoption nationale, non pas pour se substituer aux services départementaux en charge des questions d'adoption, mais notamment pour déployer un outil dont vous avez sans doute déjà entendu parler, pour le meilleur et pour le pire, un outil qui s'appelle BDNA. Mais au-delà de cet outil, l'idée c'est bien de se dire on a besoin ensemble, entre les départements et le niveau national, de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les questions d'adoption, sur les familles qui sont dans des démarches d'agrément en matière d'adoption, sur les publics qui à un moment donné, en protection de l'enfance, peuvent être concernés dans leur parcours, dans l'évolution de leur statut par l'adoption. Et c'est à ça que doit servir cette future base de données que le GIP France Enfance Protégée doit déployer. J'ai évoqué aussi la question du secrétariat général du CNPE. Je crois que son secrétaire général actuel, Sylvain Turgis, est avec nous dans la salle. On va devoir assurer aussi, parmi les missions nouvelles de France Enfance Protégée, le secrétariat général de 3 conseils. Donc on est un peu dans un ovni institutionnel, hein, c'est nouveau, mais ça veut dire que depuis le GIP, on va devoir être le support de ces 3 conseils, le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, le Conseil national de la protection de l'enfance, et aussi un nouveau conseil qui est créé par décret et qui va prendre jour et se mettre en œuvre à partir de début 2023, le Conseil national de l'adoption. Donc 3 instances qui sont là pour éclairer la décision publique, prendre des avis sur des textes, produire des recommandations. Et nous, depuis le GIP, on va devoir évidemment les aider à fonctionner, mais pas seulement. Je pense que le travail qui est fait notamment par l'ONPE aujourd'hui et par l'ONPE, Centre national de ressources, demain, nous permettra aussi de nous appuyer sur les travaux de ces conseils pour, après, diffuser dans l'ensemble des réseaux départementaux, associatifs, services de l'État, les travaux de ces 3 conseils. Et enfin, et on est déjà dans ce sujet-là aujourd'hui, vous l'avez vu avec l'ordre du jour, l'une des autres missions nouvelles qui est confiée à ce nouveau GIP, c'est la transformation, le développement de l'ONPE sur des fonctions, missions de Centre national de ressources en protection de l'enfance. Et je crois que là, on peut capitaliser sur tous les travaux et sur toute l'expertise déjà existante à l'ONPE, à la fois en termes de production, transfert de connaissances, en termes de capacité à animer un certain nombre de réseaux territoriaux,
dont font partie certes les services départementaux, mais au sens large aussi le secteur associatif, la capacité aussi à produire des données, à diffuser des données, à accompagner les pratiques professionnelles, et avec des développements envisagés sur le recueil de bonnes pratiques, je mets des guillemets, sous le contrôle de Flore Capelier ici présente, en langage ONPE, on est plutôt sur une exigence scientifique, et donc on va dire le recueil et la mise en lumière de pratiques éprouvées, et c'est ça aussi qui fait toute la force de l'ONPE d'aujourd'hui et qui fera la force du Centre national de ressources de demain, c'est d'être en capacité de faire perdurer les principes actuels du fonctionnement de l'ONPE, à savoir à la fois une approche pluridisciplinaire, le lien entre la recherche et les pratiques, et évidemment une rigueur scientifique dans la capacité à évaluer, appréhender un certain nombre de dispositifs, d'expériences, pour justement les donner à voir, pourquoi pas les modéliser, les transférer, les partager avec d'autres. Donc France Enfance Protégée, c'est un service public, la continuité du 119. Vous savez que le 119 est en train de développer une nouvelle mission qui va justement se déployer au travers de France Enfance Protégée, avec la mise en place d'une plateforme autour de la question de la prostitution des mineurs. Donc on voit que le 119, certes, continue, comme la tête de réseau, si je puis dire, des CRIP au niveau national, mais va aussi augmenter son service et commencer à apporter un élément de réponse opérationnelle sur cette problématique qu'on a vu émerger dans les territoires, dans la protection de l'enfance. Elle n'est pas tout à fait émergente, mais en tout cas, elle a émergé dans le discours public et dans les travaux et dans la mobilisation des acteurs publics et aussi de la recherche avec les travaux qui ont été faits par l'ONPE ces 2-3 dernières années sur le sujet. Cette question si sensible, si compliquée de la prostitution des mineurs et qui met en difficulté un certain nombre de nos professionnels dans les départements et dans les associations de protection de l'enfance. Donc, nouvelle réponse aussi du 119 qui se déploiera au travers de France Enfance Protégée. Donc, FEP. C'est pas très beau comme acronyme. Donc France Enfance Protégée, c'est un service public avec le 119, c'est un service public avec l'accompagnement des familles en démarche d'adoption, donc la poursuite des missions de l'AFA au plan national et au plan international, avec une forte expertise sur ce sujet-là. Explorer aussi un nouveau domaine qui sera celui de l'accès aux origines des enfants adoptés à l'international et au niveau national. On voit poindre un certain nombre de demandes sur ce sujet-là. Donc on est plus loin que le champ de l'accès aux origines personnelles au sens de la loi de 2002 qui circonscrit les missions de l'actuel CNAOP. La poursuite du travail du CNAOP, évidemment, sur le traitement de ces dossiers très sensibles que sont ceux de l'accès à leurs origines personnelles. Mais au-delà d'être un service public, France Enfance Protégée, ce sera aussi un outil pour l'ensemble des acteurs, une ressource pour l'ensemble des acteurs. Donc j'évoquais le Centre national de ressources, et c'est ça qui me semble absolument essentiel. S'il ne s'agit pas de... on a entendu des propos sur la tentation de la recentralisation de la protection de l'enfance, etc. Non, je crois que justement, l'intention du législateur, c'est un autre modèle de gouvernance. C'est un modèle de gouvernance où on trouve un nouvel équilibre entre l'État, les départements et les associations, et entre le niveau national et le niveau départemental, où les départements sont toujours les chefs de file de cette politique publique. Et donc, pour pouvoir justement bien s'articuler entre le niveau national et le niveau territorial, l'idée, c'est de renforcer cette capacité d'être une ressource pour les territoires au travers du nouveau GIP. Et enfin, c'est troisième élément de l'identité de ce nouveau GIP, c'est aussi un outil pour l'ensemble des décideurs publics, un outil pour éclairer la décision publique. On échangeait en aparté juste avant sur les problématiques de données, les difficultés de pilotage que rencontrent l'EDEF et plus globalement les services de protection de l'enfance au sens large dans les territoires. On a un immense chantier devant nous, on a besoin de donner des éléments solides, de donner des éléments objectivables, de pouvoir aussi savoir où on va, de pouvoir évaluer cette politique publique ensemble. Et je crois que c'est ce à quoi aussi France Enfance Protégée devra servir, à la fois pour les décideurs publics au niveau national et au niveau départemental. Donc, pour terminer ce propos un peu de présentation générale, juste vous dire où on en est. Une préfiguration qui s'achève, donc on est mi-décembre, qui s'achève le 31 décembre, une naissance, pour reprendre les propos de la présidente du GIPED d'aujourd'hui, Florence Dabin, une naissance attendue au 1er janvier. Vous avez peut-être vu
qu'au journal officiel est paru l'arrêté qui approuve la convention constitutive de France Enfance Protégée dimanche dernier. C'est tard, mais c'est avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que juridiquement, administrativement, France Enfance Protégée est créée au 1er janvier et vous pouvez déjà, si vous ne l'avez pas fait à travers peut-être les élus qui ont participé aux derniers échanges sur ce nouveau GIP au sein du groupe enfance de l'ADF, vous pouvez déjà bloquer la date de la première Assemblée Générale et du premier Conseil d'administration, qui vont s'enchaîner l'un derrière l'autre, le 5 janvier prochain, et qui seront le moment de démarrage du nouveau GIP. Alors on sera en chantier. Christophe Bielecki parlait du chantier permanent des directions enfance-famille dans les départements. On va être en chantier dans l'année 2023, parce qu'évidemment, on est sur un assemblage, on est sur un regroupement, on a des chantiers internes. Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Et dans le même temps, on va devoir aussi commencer à développer déjà faire continuer les missions existantes, bien sûr, mais aussi développer nos nouvelles missions. Donc l'année 2023 va être une année de transition, mais néanmoins avec de belles ambitions et un fort soutien aujourd'hui, et qui s'est retraduit aussi sur les premiers pré-arbitrages, on va dire, sur les missions et le budget futur de France Enfance Protégée. Un fort soutien du côté de l'État, la secrétaire d'État Charlotte Cobel, et du côté de l'ADF à travers la voix de sa vice-présidente Florence Dabin, qui nous ouvre des perspectives de travail à structurer évidemment avec vous, département, en tant que premier réseau d'acteurs qui vont être les futurs usagers, partenaires, co-constructeurs de cette nouvelle maison commune. Et c'est bien ça, France Enfance Protégée, c'est notre maison commune de la protection de l'enfance. Donc on va, dès le mois de janvier, vous inviter à venir visiter, habiter, construire avec nous cette maison commune. Merci. Alors, je voulais pouvoir d'abord excuser Florence Dabin, qui, comme vous avez vu, était dans le programme et ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui pour cause de conseil départemental. Elle m'a en revanche chargée de la tenir informée dès la fin de semaine de nos échanges et de nos travaux, puisque l'idée de cette journée, c'est justement de co-construire ensemble, et même un peu avant le futur GIP, ce qu'on souhaite faire du Centre national de ressources notamment. Avec à l'ONPE, on est très convaincus que l'ONPE produit aujourd'hui un certain nombre de connaissances issues de savoir théorique et aussi de savoir expérientiel. On a une animation de réseau avec vous, mais il faut aussi que ce Centre national de ressources dont on parle trouve une vraie réalité pratique, concrète, et soit vraiment utile pour vous. Au sens le plus noble du terme, et que ça puisse aider à l'action que vous menez chacun au quotidien dans votre département. C'est pour ça que cette journée, on l'a pensée avec les responsables d'ODPE comme on le fait annuellement, mais en invitant aussi les directeurs enfance-famille. C'est pour ça aussi qu'on a passé énormément de temps en collectif à travailler cette journée que je suis très heureuse d'introduire à nouveau ici. On a beaucoup réfléchi sur la manière de construire cette journée pour qu'elle puisse être un lieu très interactif avec vous d'échange, et donc vous apporter sur chacun des sujets des mises de départ, mais à mettre au dialogue. Donc pour nous, c'est vraiment important qu'on ait des temps d'échange. Vous verrez, on en a prévu 3 ce matin sur chacune des thématiques qu'on va vous présenter: la santé, la scolarité, la prostitution des mineurs, pour mettre au regard les travaux qu'on vous propose et ces mises de départ de vos réalités pratiques, de vos expériences, de vos besoins. Et ça, c'est sur les thématiques ce matin qu'on a choisi en termes de rapport et à vous rendre compte sur l'activité de l'ONPE en 2022. Mais cet après-midi, on a pensé quelque chose de beaucoup plus large. On a discuté avec vous pour préparer la journée, enfin avec certains d'entre vous, parce que pas avec les 60 départements, quoique on vous a quand même en lien dans l'année régulièrement pour les uns ou pour les autres, pour les collègues de l'ONPE. Et deux sujets sont remontés. Un sujet plutôt de votre part sur la question des données en protection de l'enfance. C'est pas un sujet nouveau, mais on voit bien qu'il y a un
certain nombre de chiffres qui circulent, qu'au local, vous essayez, vous aussi, de produire des données de pilotage. Donc, on s'est dit que ça pouvait être une première thématique à échanger ensemble. Et sur ça, on a fait un travail vraiment pour ce séminaire-là de mettre un peu en regard l'ensemble des données qui existent aujourd'hui au niveau national sur la protection de l'enfance et les éléments qui, en termes de méthode, peuvent soutenir le déploiement de données en protection de l'enfance, et puis aussi peut-être donner à voir ce qui manque aujourd'hui et ce sur quoi on pourrait travailler ensemble demain. Et puis un dernier temps qui est celui du Centre national de ressources dont on parlait, mais qui, je pense, va croiser nos échanges toute la journée en termes de recueil de besoins des départements au regard de l'Observatoire national de protection de l'enfance. Pour nous, c'est important d'être challengé, je vais le dire comme ça, mais de voir exactement les thématiques, les enjeux et comment nos programmes pourraient se croiser et comment on pourrait échanger. On le fait déjà beaucoup depuis plusieurs années, mais peut-être encore chaque fois encore un peu plus. Sur ce dernier sujet, on vous présentera du coup avec Louise Genest l'étude à laquelle tous les départements ont répondu. Donc je vous remercie vraiment vivement parce que quand on fait des enquêtes nationales, avoir 100% de retour, on sait à quel point c'est rare. Et aujourd'hui, sur les 3 études en cours, on a notamment 100% de retour sur la question des observatoires départementaux de protection de l'enfance. Donc on vous présentera une mise de départ d'une quinzaine de minutes avec quelques données qui nous semblent intéressantes de partager avec vous sur des observatoires, mais aussi sur les directions enfance-famille, puisque cette année, on avait posé 1 ou 2 questions sur ce sujet-là. Peut-être, comme vous l'avez vu dans le programme, avant de faire tout ça, et on a été ambitieux, on s'est dit que c'était intéressant de vous donner à voir plus globalement l'activité de l'Observatoire sur l'année 2022. Et l'année 2022 a été très riche. Évidemment, pour moi, à titre personnel, je reviens ici avec une certaine émotion, puisque l'année dernière, j'étais dans la salle auprès d'Anaïs Dassy, qui en plus est là. Donc voilà, et plutôt du côté des départements, et aujourd'hui à la direction de l'Observatoire national, où j'ai rencontré une équipe formidable, je tiens à le dire, pluridisciplinaire, et avec laquelle on a beaucoup échangé et beaucoup travaillé. Donc je suis très fière de vous présenter ce premier bilan. Peut-être dire que l'Observatoire national de protection de l'enfance poursuit et poursuivra dans le nouveau GIP un certain nombre d'activités qui sont ces activités classiques. Évidemment, l'animation du réseau des ODPE, on vous en reparlera tout à l'heure, mais peut-être vous dire que l'année 2022 a été marquée par une visite en Outre-mer, à la fois à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre des rencontres territoriales, des rencontres techniques de la protection de l'enfance organisées par le réseau Idéal. Ça a été l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs de ces territoires d'Outre-mer, d'être sensibilisés sur les thématiques qui ont lieu là-bas, et aussi d'organiser un focus group avec les départements d'Outre-mer qui ne sont pas là aujourd'hui pour des questions évidentes de déplacement. Une représentante, merci encore, je ne savais pas si... J'en ai parlé en plus, je crois, avec votre élu il y a pas plus tard que 15 jours, et je ne savais pas si ça avait pu se faire. Donc merci à vous de vous être déplacés. Et pour les autres, on les a vus de manière un peu anticipée pour échanger avec eux sur les thématiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'espère que dans les échanges, ça permettra aussi de mettre en regard ces réflexions-là également. On a eu évidemment des nombreuses rencontres avec les partenaires de l'État, le secteur associatif et les départements. On participe notamment à l'ensemble des groupes de travail que mène la DGCS sur la question des décrets en protection de l'enfance. Et évidemment, pour nous, les échanges qu'on a avec vous en amont ou en aval de ces groupes de travail sont particulièrement précieux. On en reparlera tout à l'heure, mais au regard de la note qu'on avait publiée sur la loi du 7 février 2022, il y a un vrai enjeu, évidemment, à ce que les décrets précisent le cadre légal sans l'alourdir, et des équilibres à trouver qui sont évidemment particulièrement délicats. Les partenaires de l'État, c'est la DGCS, mais c'est aussi la DPJJ. Donc on est en lien régulier avec la PJJ, et on aimerait développer nos liens avec l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, en se disant qu'il y a peut-être des choses à se trouver aussi de ce côté-là. Et on est plusieurs à intervenir à l'École nationale de la magistrature, et ces liens nous semblent vraiment très intéressants dans la dynamique croisée qu'ils laissent entrevoir. Et c'est aussi la DGESCO, puisque du coup, il y a plusieurs chargés de mission qui sont détachés ou mis
disposition des administrations centrales. Et du coup, on travaille aujourd'hui à la question de nos liens avec l'éducation nationale, notamment avec les conseillères techniques des DAZEN et des rectorats, pour les sensibiliser sur le sujet de la protection de l'enfance. Il nous a d'ailleurs fait remonter, et j'en profite ici puisque c'est l'occasion, du fait qu'ils ne sont pas tout le temps représentés dans les observatoires départementaux de protection de l'enfance. L'état des lieux de l'ONPE donnera à voir cette question-là. Mais donc, il y a tout un intérêt à leur faire voir ce que sont ces observatoires et à ce qu'ils viennent à votre rencontre ou inversement sur ce sujet-là. Et puis, le secteur associatif, on est en lien avec la CNAP, l'UNIOPS, les apprentis d'Auteuil, le groupe SOS et le SOS Village d'Enfants, etc. Quand on commence la liste, elle devient très longue, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment penser des espaces de travail et d'aller-retour entre les pratiques des établissements et services de la protection de l'enfance et les travaux qu'on peut mener au sein de l'Observatoire national. Et sur ce sujet-là, on a organisé, comme vous l'avez vu en juillet dernier, le premier rendez-vous de l'Observatoire national de protection de l'enfance sur la loi, mais qui visait à mettre dans la même salle des représentants de l'État, des départements et du secteur associatif pour discuter ensemble. Et on se dit que ce format-là peut être intéressant aussi pour discuter sur des thématiques dans le champ de la protection de l'enfance de manière croisée. On a des questions de production de données tous les ans avec des notes annuelles. Sur ce sujet-là, je ne vais pas y revenir dans le détail puisqu'elles vous seront présentées en grande partie cet après-midi, mais il y a des chiffres au 31 décembre. Il y a une note sur les disparités départementales qui va paraître demain, mais qui est plus large en plus que la question des seules disparités locales, puisque depuis un moment, on parle de l'évolution de protection de l'enfance, de l'évolution de l'âge des enfants qui arrivent, par exemple, dans le dispositif de protection de l'enfance ou encore des modes d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance. Donc, un certain nombre de données de ce type. Et puis, évidemment, le dispositif Olympe, on en reparlera aussi cet après-midi, mais vous avez vu que sur le dispositif Olympe, la loi du 7 février 2022 nous invite à un partenariat avec l'adresse, partenariat qu'on est en train de mettre en place, et un comité de pilotage d'Olympe, un prochain comité de pilotage d'Olympe qui aura lieu en début d'année prochaine. Et puis on continue évidemment l'animation de la recherche. Vous savez qu'on a un conseil scientifique avec une dizaine de personnes qualifiées et une dizaine d'institutionnels qui financent la recherche. Et on a lancé 2 appels à projets. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous le dire, puisque l'intérêt, c'est évidemment que ce soit des projets de recherche en lien avec les acteurs locaux. On a un appel à projet ouvert qui porte sur protection, adoption et origine personnelle, puisqu'on a élargi entre guillemets le spectre pour se conformer aux évolutions légales. L'adoption était de toute façon déjà comprise dans les travaux financés par le Conseil scientifique, puisque l'adoption pour l'ONPE a toujours été comprise comme une mesure de protection de l'enfance au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais on l'a redit dans l'appel à projet ouvert. Et puis un appel thématique qui porte cette année sur les questions de parentalité et protection de l'enfance, entendu dans un sens large. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet ou évidemment nous les demander si vous aviez une difficulté. L'année 2022, c'est aussi un certain nombre de publications thématiques et je remercie vraiment toute l'équipe pour l'énorme travail engagé. Vous savez qu'en 2021, l'ONPE avait lancé les ONPE synthèses, qui sont des documents de 4 pages avec l'idée de répondre à une demande que vous nous aviez faite, entre autres, les documents sont parfois très lourds, difficilement appropriables et comment on fait sur un modèle de transfert de connaissances qui soit peut-être plus facile à intégrer pour les professionnels de terrain. Et donc, une collection a été lancée de 4 pages synthétiques qui permettent soit de faire état des travaux de l'Observatoire, soit de faire état des échos de la recherche, donc de recherche qui nous semble particulièrement intéressante à valoriser et à promouvoir sur le terrain. Donc c'est 5 numéros par an et vous les retrouvez sur la table de documentation, aussi sur notre site internet, mais donc tous les 2 mois on publie un numéro de ce type et je remercie Marion Cerezuela et Caroline Toureau de coordonner ces numéros et l'ensemble de l'équipe qui participe à ces synthèses. On a fait le commentaire de la loi du 7 février 2022, vous vous souvenez, en mai.
Je ne vais pas remercier l'ensemble des gens de l'équipe qui me pardonneront, j'espère, mais je suis rentrée dans quelque chose d'ardu puisqu'on est 18 à la manœuvre. Mais sur le commentaire de la loi du 7 février, peut-être vous dire qu'on est toujours très intéressé de vos retours et qu'on continue à exercer une veille sur la mise en œuvre de cette loi, les difficultés qu'elle pose, que ce soit son acceptabilité financière ou les enjeux réglementaires qui s'annoncent et qui sont devant nous au regard des décrets qui vont paraître a priori d'ici la fin de l'année. Et donc on continue à exercer cette veille et cette réflexion autour des textes juridiques sur la protection de l'enfance. La sortie du dossier thématique sur la prostitution des mineurs, je n'y reviens pas, il va vous être présenté dans les minutes qui viennent, comme le rapport annuel au gouvernement et au Parlement sur la santé des enfants protégés et la revue de littérature sur la scolarité des enfants qui, elles aussi, vont vous être présentées ce matin. Quant à la note relative aux données sur la maltraitance intrafamiliale, l'idée c'était de se dire, on voit beaucoup de chiffres circuler sur les questions de maltraitance infantile intrafamiliale. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant, réfléchir aux questions de méthode, de contexte et de données existantes pour les données à voir, et donc tout ça vous sera aussi présenté cet après-midi sur un volet très synthétique et disponible sur notre site internet. Peut-être vous dire aussi qu'on a commencé à systématiser des fiches synthétiques sur un certain nombre de productions, à la fois sur la note relative aux données sur la maltraitance, mais aussi sur le dossier thématique sur la prostitution des mineurs, pour avoir en plus des dossiers complets, des recto verso d'une page, qui permettent soit de donner envie d'aller lire, soit de résumer une fois qu'on a lu un peu les principaux enjeux qui nous semblent importants de retenir. Donc des parutions attendues en 2023, là c'est juste pour vous donner une idée du premier programme provisoire qui sera probablement adopté à l'Assemblée générale du 5 janvier du nouveau GIP et qui avait déjà été adopté en décembre par l'Assemblée générale du GIPED. On a dans les parutions attendues un dossier sur la participation collective des enfants. Si certains étaient là l'année dernière, vous vous souvenez qu'on vous en avait déjà présenté une partie. On a décidé de faire un travail encore un peu plus long que celui initialement pressenti, parce qu'on a échangé avec 8 départements qui mettent en place ces actions de participation collective. On a commencé à formaliser les pratiques qui se mettent en place, les leviers et les freins, et donc on souhaite sortir un livret vraiment détaillé sur le sujet, puisqu'on voit bien que, on le présentera tout à l'heure, mais ces actions de participation collective ont beaucoup grossi dans les départements et on a un vrai enjeu à pouvoir le poursuivre. Le travail en lien avec la Civise aussi, sur la réalisation d'une revue de littérature sur les enfants victimes d'inceste. Alors on voit beaucoup de productions sur le sujet, on a eu plusieurs échanges avec la Civise évidemment dans les travaux menés, et se pose la question de savoir quel est l'état des connaissances sur le plan de la recherche scientifique, et donc on a une chargée d'études qui travaille sur ça actuellement, et on fera paraître en 2023 une revue de littérature sur le sujet, et puis un travail d'études sur les suppléances parentales longues. On a pu aller dans un certain nombre de départements sur le sujet, mais l'idée est de réfléchir sur la question des enfants placés sur le long terme. On le dit, qu'un certain nombre de mesures s'inscrivent dans le temps, alors que l'aide sociale à l'enfance et l'assistance éducative sont dans le droit par nature provisoire, et donc il y a un enjeu de travail sur le sujet. Juste sur le temps. C'est bon. On a aussi organisé un certain nombre d'événements et on continuera en 2023. 2 séances supplémentaires du séminaire de recherche sur la santé mentale des enfants protégés. Alors peut-être pour vous dire, on est en train de s'interroger à la manière de renforcer les rencontres qu'on peut organiser au niveau national, au regard de nos travaux ou au regard de sujets qui remontent sur le terrain dans le champ de la protection de l'enfance. On a aujourd'hui des événements qui sont des événements récurrents à l'Observatoire national de protection de l'enfance, et 2 en particulier, des séminaires recherche, 3 à 4 séances par an, qui permettent d'échanger avec la communauté scientifique sur des sujets qui ont fait l'objet de peu de recherches, alors qu'elles sont des préoccupations fortes des acteurs de terrain. C'était le cas sur la santé mentale, il y avait un certain nombre d'enjeux, et donc on a copiloté un séminaire avec Guillaume Bronsard sur ce sujet-là, qui est pédopsychiatre. La question de la santé mentale des mineurs non accompagnés et des violences sexuelles a fait l'objet de 2 événements en 2022. Et puis, là, cette année, on a ouvert le 18 novembre un séminaire sur les négligences faites aux enfants,
avec l'idée que parmi l'ensemble des maltraitances, la forme de maltraitance qui consiste à la négligence dans l'éducation des enfants est parfois sous-estimée, méconnue, difficile à repérer, évaluer, même parfois à définir, et qu'il y a un enjeu là de développer la recherche et de développer les pratiques et développer aussi des programmes évalués sur ce sujet-là. Donc on a encore 3 séances. Je vous invite soit à vous y inscrire, soit à diffuser largement auprès des professionnels. À la première séance, on a eu plus de 500 inscrits. On en a 400 pour celles qui arrivent en janvier, mais c'est des échanges qui sont de haut niveau entre 3 chercheurs, mais qui permettent aussi des échanges avec la salle. Et dans la salle, on a des représentants de l'État, des représentants des départements et des représentants du secteur associatif, avec toujours cette idée de faire le lien entre recherche et pratique en protection de l'enfance. Et dans les événements récurrents, vous avez aussi la question de la poursuite des webinaires recherche et pratique. Alors ces webinaires recherche et pratique, là de la même manière on a varié les formats, donc c'est un format d'1h30, donc ça prend plus une demi-journée aux professionnels et aux travailleurs sociaux, et l'idée c'est vraiment le transfert de connaissances. Donc on fait venir un chercheur une demi-heure et on discute après pendant 1 heure avec l'ensemble des participants au webinaire sur un sujet donné et sur les travaux du conseil scientifique, puisqu'en fait les chercheurs qu'on fait venir sont les chercheurs que l'ONPE a financés dans le cadre de son conseil scientifique et donc soutenu. Le prochain webinaire de ce type aura lieu en février et on va présenter les travaux de Bénédicte Lavaux-Legendre sur la prostitution des mineurs. Donc présenter et on espère discuter avec l'ensemble des personnes présentes. C'est vraiment important pour nous ces temps parce que ça permet aussi des retours de témoignages. Enfin, il peut y avoir des observatoires départementaux de protection de l'enfance qui prennent la parole sur tel ou tel sujet, ou des travailleurs sociaux ou des responsables de secteurs associatifs qui mettent en perspective ce que la recherche peut dire, ou qui à l'inverse interrogent les chercheurs sur des sujets qu'ils avaient peut-être moins ciblés et qui sont pourtant des réalités de terrain. Et puis on a des événements qu'on vient de lancer, donc les rendez-vous de l'Observatoire dont je parlais tout à l'heure et sur lesquels je ne reviens pas, et des événements qui pourraient devenir à terme des événements plus réguliers, et notamment cette journée annuelle ASE pédopsychiatrie où pendant une journée on a travaillé avec la Société française de pédopsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence à des interventions croisées entre les départements et les pédopsychiatres sur le champ de la protection de l'enfance et les enjeux d'un travail en commun. Sur l'année 2022, mais déjà, et puis à venir sur 2023, évidemment, on a un travail partenarial renforcé qui fait partie du cœur de l'activité de l'Observatoire. Un travail de réflexion, évidemment, sur le Centre national de ressources, puisque, comme vous l'avez compris, il y a un enjeu de définition, de montée en charge sur ces missions-là, qui sera évidemment fonction des moyens aussi qui seront alloués pour ce faire, mais qui crée de toute façon un changement un peu de posture et une recherche d'aller vers particulière sur l'année 2022 pour entendre les besoins des uns et des autres, même si évidemment l'ONPE, comme vous le savez, y était très attentif et que cette journée, même si là elle a été élargie au directeur enfance-famille, existe depuis très longtemps. Le renforcement des relations avec les services de l'État, donc j'en parlais tout à l'heure, des rendez-vous réguliers avec les départements, mais aussi avec l'ANDEF depuis un moment, qui nous permet aussi d'avoir l'écho de ce réseau-là sur l'ensemble des projets qui sont les nôtres. On a mis en place une lettre semestrielle aux directions enfance-famille. Alors j'espère que vous les recevez bien. On a un enjeu d'actualisation des listes très important. On en reparlera tout à l'heure. Mais si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous le dire, à moi ou à Réma. Notre idée, c'est on produit beaucoup, comme vous l'avez vu. Et évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir bien communiquer ensemble au regard de l'ampleur de ces publications. Et donc, on envoie au directeur enfance-famille une page où on trie un peu l'actualité. On essaye de la résumer pour vous donner à voir assez rapidement ce qu'on a produit et ce qui peut être éventuellement diffusé largement aux équipes. On participe au Conseil national de la protection de l'enfance, au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, qui est évidemment pour nous intéressant en termes de connaissance des orientations politiques et des endroits où on réfléchit ces politiques publiques, et au groupe d'appui de la CNAP, qui est la Fédération des associations en protection de l'enfance.
European Social Network est aussi un des réseaux auxquels on participe, là plutôt sur le volet international. On aurait pu rajouter aussi ISPCAN. Évidemment, il y a un enjeu de lien avec l'international pour être bien au fait des productions scientifiques réalisées de ce côté-là aussi, et qu'elles puissent alimenter nos travaux et qu'à l'inverse, on puisse faire remonter des problématiques qui nous semblent intéressantes et communes à plusieurs pays au niveau international. Et voilà, et donc la participation au décret, je vous en parlais tout à l'heure. On a aussi beaucoup travaillé à la question des moyens de communication pour faire connaître nos travaux. Et du coup, la mise en place de la lettre mensuelle de l'ONPE date d'il y a longtemps, mais on a mis en place un édito et on en reparle beaucoup. Si vous pouvez nous aider à relayer cette information-là, vous verrez qu'on l'a mis dans le PowerPoint de la journée qu'on va vous donner, mais c'est vraiment important de pouvoir le faire. On est en train de refondre notre site internet, donc vous devriez avoir dans quelques mois un moteur de recherche bien plus efficace pour vous aider, et puis des nouveaux supports avec la production de capsules vidéo. Je vais m'arrêter ici pour ne pas prendre trop de retard, mais en un an, c'est 14 publications, 9 événements, 70 interventions réalisées à l'extérieur. On est quand même beaucoup sur les territoires, et il ne faut aussi pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez qu'on vienne présenter tel ou tel travaux ou échanger avec vous dans le cadre de la mise en place de l'observatoire ou de la mise en œuvre d'un schéma. On a une augmentation de 30% cette année aux abonnements à la lettre, donc ça marche. Donc nos efforts collectifs marchent dans la diffusion de cette lettre mensuelle d'actualité. Et donc si vous pouvez continuer à nous aider, évidemment, c'est très précieux. Et puis 142 000 connexions au site internet. Je m'arrête là. Merci beaucoup.